Eh bien bonjour, nous allons commencer la deuxième partie. Donc pour la première partie j'étais arrêté à la classe Close P Show avec visibilité visible. J'ai donc mis juste un petit commentaire pour finir cette partie. Et là je vais mettre un petit commentaire pour afficher les paragraphes de complément. Complément. Alors, donc on a le paragraphe de complément. Si on reprend, on a une classe complément. Point complément. On évite de mettre des accents en CSS. Display. C'est même pas conseillé. Non. Donc, j'ai mis un petit commentaire. Il n'est pas affiché sans sollicitation du bouton. Savoir plus. Voilà. Color. 2 points. RGB. Alors, 251 pour le rouge, 248 pour le vert, 248 pour le vert. Background color. Deux points. RGB1. Alors, attendez. 121,115,0.2. Font size 2.0.8 EM. Border 2.1 px. Solide gray. Border radius 2.10 px. Padding 2.0 px. Ça sera pour... Pardon, j'ai dû mettre une lettre de trop. Ça sera pour le haut et le bas. Et 20 px. Droite et gauche. Margin top. Marge extérieure. Le haut, 20 px. Voilà pour la classe. On va resserrer. Voilà. Et maintenant, je vais faire une point complément open. En réalité, c'est la classe qu'on va ajouter pour l'afficher en JavaScript, avec JavaScript. Display block. Donc cette classe viendra supplanter le display none ici.
on mettra une hauteur déterminée de 250 px et un overflow. Alors nous allons voir tout de suite ça, overflow sur l'axe des Y, un scroll. Je me suis trompé dans scroll, c'est 2 L. Voilà. Alors, ce que j'ai mentionné, je vais prendre sur le TP complet. C'est celui-là. Donc, je prends la baleine bleue, admettons. Je vais chercher à en savoir plus. Et là, oh, j'ai vu qu'il y avait une petite erreur ici. Tout de suite, je vais la corriger. Je clique sur en savoir plus. Donc, display none, bien sûr, il n'est pas affiché. Une couleur RGB en blanc. Background color, on a un RGB de 02, de 121, 121, 115, 02. En font size 0,8, la hauteur. Border 1px solid gray, le petit bord là. Border adulte, j'ai fait un petit arrondi. Alors là, on l'a pas parce que justement, comme on a mis un overflow en Y-scroll, on l'a pas. Mais on l'a en dessous, on devine. Mais ça se voit pas puisqu'on a mis un overflow Y-scroll. C'est ce qui permet justement de créer ce slide droite. Border radius, padding 0, 20px. Donc padding 0, 20px à droite et à gauche. Alors je ne sais pas si les textes sont jusqu'au bout. Non, ils sont arrêtés avant. Margin Tom 20px. Alors c'est par rapport à Margin Tom, c'est le produit par rapport à fermer la fenêtre. Voilà. Et 20px. Le complément open justement c'est display block et va inhiber ce display none. Le height, on définit une hauteur de 250 pixels, ici, de là à là. Et un overflow, ce que je vous ai dit, c'est pour créer le slide à droite. Maintenant, il nous reste à réaliser, on va prendre le dernier, il nous reste à réaliser ce petit truc là pour finir. On va être bien méchant. Donc là, on finit cette partie là. On fait entrer, on refait un commentaire. Et là on marque, pardon, ne pas aller trop vite, traitement, footer. Si je reprends le fichier HTML, le traitement du footer, c'est parti, ça fait partie d'une div.footer. Div class footer, ici. Donc on va prendre on va donc créer une classe footer. .footer slash. Donc on a une width de 80%. Margin 2.20px auto. Height 2.200px. Alors après, padding top 50px. Voilà la dernière page. Padding top, donc la marge intérieure de 50px. La marge intérieure haute. Text align center, bien que normalement le body le prenne. Je le rementionne quand même. J'ai un peu précautionneux. Ligne height. Donc entre les deux lignes, puisque là il n'y a que deux lignes. Ligne height. Nous avons 50px.
Font size 2 EM. Color 2 points RGB. 46 pour le rouge, 73 pour le vert, 73 pour le bleu. Point virgule. Et puis on a encore un background linéaire radio, donc on va essayer de chercher un background qui est pas trop loin. Ici j'en ai un. Oh là. C'est RLC. Là on continue, on va juste modifier les valeurs. C'est RLV, donc background linéaire gradient to right, ça change pas, RGBA. Alors 66, donc là on va faire 66, 66, 07, c'est bien, 134. 134,134, ça ne change rien. Et le dernier 66, ah ben le dernier c'est le premier. Donc on fait juste une couleur centrale un peu plus intéressante. C'est ce qu'on voit en réalité là, on a une partie blanche et les autres parties sont grises. Si j'enlève le menu, on voit bien que on a 66, 66, 66, 07 de ce côté-là. Et de ce côté-là, et au milieu, on a 134, 134, 134, 0.7. Voilà. On a après un border. On va vérifier si tout ça c'est beau. Border 2.1 px. Et puis border 1 px solid white, pardon. Oh là là, ça ne suffit pas ça. C'est ce qu'on voit, hein, la petite bordure là, de blanche de 1 px. Et on a mis un petit border radius. 2.2 15 px. Voilà, donc là je finis ça. Donc la partie, le fichier est fini. Donc ce qu'on va faire, on va faire maintenant la partie responsive. Alors, on a arrobase media only screen and, mettez bien les parenthèses, hein, mettez bien les les parenthèses entre autres, mais des espaces entre chaque mot. Sinon votre média risque pas, votre partie responsive ne risque pas de fonctionner. Là on met sur 1100 px, donc en dessous de 1100 px il va y avoir des modifications. Il faut comprendre comme ça. Là on ouvre, je ne sais pas pourquoi je vous le mets un point virgule. Dans cette partie là on met les propriétés, les classes avec leurs propriétés qui vont être modifiées. Font size 1,.em. Donc là nous avons onshore.ly 2.over qui est modifié aussi. Alors sa classe font size 2.2 em, je crois, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Non. C'est pas ça que je voulais faire, c'est avancer par là et ouvrir, voilà. On a un point glissant qui se modifie aussi. Donc le point glissant, c'est ni plus ni moins que le menu, hein, la div du menu. Cette partie-là, hein, le glissant. Là, pour en dessous de 1100 px, on va mettre une largeur de 20%. On augmente de 5% par rapport à la valeur initiale. Et en revanche, il faut absolument mettre la... Oula, CTRL-C. Alors, hop. CTRL-V. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? CTRL-C. Je ne sais pas si je vais y arriver. CTRL-V. Point glissant mais close. C'est-à-dire la classe qu'on en appelle en JavaScript. Et là, on va mettre 0%. Si je ne remets pas cette spécificité glissant et glissant close, le responsive sur cette partie-là ne fonctionnera pas. Donc là, on a fini pour la partie 1100 px. Donc on va resserrer la parenthèse pour cette partie. Et après, on va refaire... Alors on fait un copier-coller pour 900. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, CTRL-C. Je ne sais pas ce qui s'est passé. CTRL-V. Là, on va se mettre à 900. Alors, là, dans le glissant, il se modifie aussi, il passe à 35%. Alors le glissant 35%, le glissant close 0%, ça ne change pas. Le contenu, j'ai modifié aussi. Launcherly 1 EM. Et Launcherly over 1.1. Je réduis un petit peu. Ce qui manque, c'est deux classes. Le point contenu qui va se modifier pour le font size de 1,1 EM. Et pour la partie footer aussi, on change un petit peu. C'est-à-dire cette div là, cette div là qui est là. On la change un petit peu. Font size de 1.3 EM. Height 2.150 px. Et padding top 30 px. Donc on l'a réduit un petit peu. Alors on va voir tout de suite sur le fichier fini ce que ça donne si je réduis. Alors je vais essayer de l'agrandir. Voilà. Là on est à peu près à la hauteur d'une tablette. On réduit. Voilà. Et là, logiquement, voilà. On voit bien à partir de 900 px le footer qui se modifie. Et en même temps, vous avez le width qui passe à 35%. Et le Launcherly, donc ça permet, voilà. Voilà pour une possibilité de téléphone. Et bien sûr, logiquement, ça se modifie aussi. Voilà. Voilà. Donc là maintenant, on va... Ah oui. Il faut le replacer à sa place. Voilà. Alors, sur mon projet, mon fichier, je fais une validation. Logiquement, ça doit fonctionner aussi.
Alors là, par contre, il n'a pas réagi. Donc il y a quelque chose qui se réalise dans le média. Ça n'a pas fonctionné du tout. Il y a quelque chose ainsi que les fichiers. Ah, mais j'ai pas enregistré. J'ai pas enregistré, donc peut-être que ça va aller mieux. Voilà, en savoir plus, voilà. Et donc là, si je réduis, ça devrait, voilà, ça réagit aussi au niveau du CSS. C'est sûr que si j'enregistre pas le fichier. Maintenant, nous allons voir le fichier JS, qui est quand même le plus intéressant, à mon sens, dans ce qu'on va traiter. Donc, on va chercher les différents éléments, les différents objets du document. Donc, recherche du bouton ouverture. Pour ça, on va faire avec la classe. C'est la classe. Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à de l'autre vidéo. Point ouvert. Je vais revenir sur le HTML. On recherche le bouton ouverture. Donc c'est la classe ouvert ici. Il faut qu'on aille le chercher et qu'on vérifie s'il réagit bien. Constante. On va l'appeler. Oh là, déjà, si je commence comme ça. Constante. BTN. Open. Là, on réalise du camel case, c'est-à-dire que le premier mot, BTN bouton, et commence par une minuscule. À partir du deuxième mot, tous les autres mots commencent par des majuscules. Égale document. Donc là, j'utilise cette classe .query selector. Et là, je mets la classe .ouvert. Voilà. On cherche. Il y a quelque chose qui va pas. J'ai pas mis, c'est pas 2 points, ça n'égale. Là, je commence bien ma journée. Alors, ouvert. Point virgule. Ici, nous allons faire un console log tout de suite. Alors, pour faire console log, au lieu de mentionner en JavaScript console log, vous faites log. Là, vous avez log, et là, après, vous faites btn open. CTRL-C, CTRL-V. Sur le fichier par lui-même, donc là, on est sur lequel? Sur celui-là qui va là. Sur le fichier par lui-même, vous faites CTRL-ALT et I. Vous allez ouvrir directement. Et là, sur la console, je n'ai rien du tout. Constante btn open document query selector. Mais je l'ai pas enregistré. Toujours la même chose. Ça devrait aller mieux. On va faire un rafraîchissement. Ah, là, j'ai query selector, bien sûr. Bien sûr. Camel case, query selector, c'est écrit comme ça. Je ne comprends pas d'ailleurs que Visual Studio ne me l'ait pas corrigé. Et là, ça devrait aller mieux. Ah non, il cherche encore une erreur. Document query selector is not a function. Document. Ah oui, parce que là, j'ai mis une majuscule sur le D. Ah oui. C'est là que vous voyez que c'est assez rigoriste au niveau de l'écriture. Oui, rigoriste, oui. Il vient du mot rigueur. Et là, on a bien le P classe ouvert avec la lettre O. On le retrouve. Vous voyez, P classe ouvert ici. Alors après, je vais chercher la recherche du bouton fermeture. Recherche du bouton fermeture. C'est la classe le point qui est égal à point fermette. Voilà.
Donc je fais la même chose, je vais refaire un copier-coller. CTRL-C, mais vous pouvez copier, hein, CTRL-V. Alors BTN, là dans ce cas-là on va l'appeler close, puisque là dans close, toujours en respectant le camel case. Query selector, donc là il n'y aura pas de problème, et il s'appelle fermette, la classe. Et là on va faire BTN close. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, je fais fichier save. Je vois juste l'index HTML, on est bien sur la P classe fermée, avec le X, donc on doit retrouver nos petits en faisant, et voilà, nous avons le P ouvert et le P fermé. Voilà, avec toutes les différentes propriétés de chaque objet. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va rechercher l'objet menu glissant, avec la classe glissant. Donc en réalité c'est le sidebar. Et c'est la classe égale à point glissant. Je fais la même chose. On fait un copier-coller, ça ira plus vite. CTRL-C, CTRL-V. On va modifier les choses qui nous intéressent à l'intérieur. Alors je l'ai appelé menu glissant. Donc menu avec le M en minuscule, glissant avec le G en majuscule. Document qui est le sélecteur, et ici on a la classe glissant. Là je mets menu glissant dans mon console log, CTRL-C, CTRL-V. Je fais une save et puis on continue, on fait une mise à jour et on a bien la div glissant. Voilà, avec ses différentes propriétés. On continue. Recherche de l'objet navigation. Avec une classe égale point navigue. Donc constante, alors là, dans ce cas-là, je l'ai appelé navigation. C'est pour ça que tout à l'heure, constante navigation. Non, bah oui, j'aurais pu reprendre le copier-coller. CTRL-C, regardez, on va faire ça. CTRL-V, donc document, il s'appelle navigue. Navigue. Et donc là, cette navigation, CTRL-C, CTRL-V. Et là, je fais fichier save. Et voilà le quatrième. Bien vérifier à chaque fois que qu'il y a bien un retour de la console log. Ça prouve que JavaScript a bien trouvé votre objet. Ici, recherche des différentes balises A du menu. Donc en réalité c'est ça hein, qu'on cherche maintenant, les 5 balises A ici. Donc elles seront sous forme de tableau. Si je me souviens bien, ça deviendra une node liste, une liste de nœuds, avec la classe Shortly. Alors là, c'est document, donc c'est constante.
on va l'appeler Anchorlise, puisqu'il prend les 5 Anchorlise, donc on le met au pluriel. Égal document. Document, voilà. Point query selector, vous faites juste le Q, il va vous le donner, ma query selector. Tous les objets portant la classe Anchorlise. Et là, hop, on fait point Anchorlise. Et là, logiquement, point virgule, on fait un log pour avoir la console log. Et là, on fait Anchorlise. Et normalement, on devrait avoir la liste des nœuds. CTRL-C, CTRL-V. Ah, je m'en doutais que j'avais pas bien frappé au niveau de la souris. CTRL-V. Je reviens sur l'exercice par lui-même où il y a la console qui est ouverte. Fichier save. Alors, voilà ce qui se passe. On a notre liste, c'est ce que je vous dis, la liste de nœuds avec 5 Anchorlise. Alors, logiquement, on ne les voit pas. Mais je pense que si on se met dessus, si on clique, voilà, si on les voit là. Voilà. Et vous remarquerez que le premier Anchorlise, il a la classe, il a l'index 0. Alors là, si on fait la div classe glissant, alors par contre, lui, div classe glissant, non, il voit pas, on voit pas plus de div classe glissant, btn, navigue. Ah mais il faut aller dans l'élément. Dans les éléments, on va tout voir. J'étais pas dans le bon. Header, classe glissant. Le BTN, le classe BTN comme il est là, on le voit. Et là-dedans, vous avez les deux, le classe ouvert et classe fermée. Et après, la navigation, les UL, les UL, on va ouvrir les UL et LI. Les LI, et là, logiquement, on les voit. Voilà. Il faut ouvrir... voilà. On voit bien les différents éléments, les différents objets qui sont dans ma page. Maintenant qu'on a ça, il nous manque encore le traitement des paragraphes. Donc, paragraphe caché. Hein. Je vais le mentionner quand même. Paragraphe caché. Donc, on fait une constante btn show égale document. Alors là, c'est pareil. Nous avons btn show. Nous avons chaque fois, il y a 5 paragraphes, donc 5 boutons d'ouverture. Alors show, c'est pourquoi j'ai mis un égal là? C'est show paragraphe. Voilà. Je vais déterminer comme ça. Avec le camel case sur la donc la deuxième mot show porte le S. J'ai pas remis une majuscule sur le P, bon c'est pas grave. Alors document point query, comme on a 5 paragraphes, on va aller chercher le query selector pour aller voir encore un tableau. Alors c'est open P. Virgule. Là on fait un log de btn show. CTRL-C, CTRL-V. Donc là on revient sur la console. Élément console. Ah oui, j'avais ouvert la note liste, d'accord. Ok, donc là logiquement je devrais avoir
après cette note liste là, si je... Voilà, j'ai une deuxième note liste avec P open. Donc là, on se retrouve avec les 5 paragraphes. Ces 5 paragraphes qui sont ici. P open. Voilà. Le bouton de fermeture, constante. Alors j'aurais pu mentionner ici un... C'est vrai quand... Bouton d'ouverture. Voilà. Ici le bouton de fermeture. Ah, il faut être très structuré. Il faut vraiment tester tous ces objets avant de faire quoi que ce soit au niveau programmation. Constante btn close, donc c'est pareil, on va en chercher close p en plus, btn close p égale document, on va aller chercher directement document.query selector all. Alors comme il y a 5 boutons d'ouverture, il y a 5 boutons de fermeture, logique. Point close, et c'est par contre c'est les fermetures de paragraphes, donc je les ai appelés close p. Point virgule, on fait un log. Faut pas se louper dans les inscriptions, puisque si je me loupe dans une seule, j'ai une faute dans la constante, dans le nom de la constante, et ben je me retrouve à peu près coincé dans mon code, puisque tout est lié. Donc là, il faut vraiment que je fasse attention comment je les appelle. Voilà, on se retrouve avec la note liste 5, les paragraphes de fermeture. Et là, on va aller chercher les derniers paragraphes. Ça sera les paragraphes par eux-mêmes. Donc, on va les objets paragraphes. Qui doivent être ouverts. Commandé par JS. Ça tombe bien, on est dedans. Non, je déconne. Donc, constante P. Alors, je l'ai appelé P comp. Donc, P. Alors, j'ai oublié le... Je ne sais pas pourquoi j'ai un point, là. Constante P comp. Il donne S. Alors, pourquoi j'ai 2 S? Je regarde bien. P comp, P hidden S égale document point query selector all. Toujours pareil, on a 5 paragraphes avec le point complément. Je préfère mettre des doubles. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des objets. On fait un log pour vérifier si ça fonctionne. P. Alors, P. CTRLC. CTRLV. Encore taper à côté. Là. CTRLV. Et donc je fais fichier save all. Et là je devrais avoir le dernier. Voilà, je me retrouve donc avec là les 5 paragraphes qui ont été détectés. Donc maintenant, je vais enlever, je vais mettre en commentaire tous mes console logs, c'est pas la peine de les garder, puisque je vais avoir besoin de...
Je vous conseille de les vérifier, hein, de faire la vérification de chaque console log, de chaque objet par une console log. Ça va. Comme ça, vous pouvez savoir si votre objet réagit bien à la commande. Voilà. Fichier save. Voilà, maintenant nous allons commencer la programmation par elle-même. Alors comme vous le constatez, il n'y a aucun affichage à l'ouverture. Je vais refermer 2 minutes. Donc, j'ai une place. Ici, j'ai une partie à placer. Garder une partie pour les fonctions. Et les fonctions se mettent juste après, logiquement, la déclaration des variables et des constantes. Et alors là, au chargement de la page, qu'est-ce qui se passe? On ajoute une classe color onshore. Vous vous souvenez, dans la première vidéo, on l'a vu, qui donnait une couleur de police blanche, puisque la police initialement a chaque onshore. Donc là, déjà, onshorely. On va travailler avec le tableau onshorely. Donc, pour assurer la couleur. Donc, ouais, la couleur de la police du texte, hein, la couleur de la police, on va mentionner parce que voilà. DLI. Donc, onshore, on a appelé ça onshore list, qui est l'ensemble qui représente les 6 liens. For each, voilà, Visual Studio me le propose. Là, for each, on ouvre onshorely. Donc c'est pour chaque onshorely et on prend un deuxième paramètre qui est index. Ici, on met hop une fonction fléchée et on ouvre cette fonction. Voilà. Qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande de chercher un événement type clic, type load, pardon. Oh là là, c'est au chargement de la page. Donc at event listener, je vais trop vite moi. At event listener, l'événement c'est load. Hop. On va refaire une version fléchée parce que cet événement load, il va falloir qu'il donne des informations. Ah, là je crois qu'il y a des choses qui vont pas. Alors, j'ai ouvert la parenthèse Windows add event load. Voilà, il y a quelque chose qui est passé à travers. Je l'ai vu tout de faut être très rigoureux. Donc là, je me retrouve avec, logiquement, là et ici. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On va prendre par index. Donc, c'est-à-dire que si je clique, pour chaque onshorely, avec son index, c'est-à-dire de 0 à 5, hein, vous vous souvenez tout à l'heure, on va le revoir. Je peux le faire, la console log de les onshorely. Voilà. Oui, mais alors si je fais fichier, il faut que je finisse mon code. Il faut que je finisse mon code parce que sinon je vais avoir une belle trace de rouge. Point class list.
Donc j'ajoute une classe .add et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ajoute la classe Anchor color Anchor, ce qui permet de mettre la couleur en blanc. Donc bien vérifier son code Anchorly. Et de plus btn open, c'est-à-dire que le bouton ici, lorsque il se met en route, par défaut, alors btn open point classe liste point, on y ajoute la classe ouvert cache. C'est-à-dire qu'en gros le bouton d'ouverture on le cache. Si vous avez tout compris. Voilà, je vais le mentionner. On cache le bouton d'ouverture en lui ajoutant, on va aller revoir cette classe, en lui ajoutant la classe ouvert cache. Donc logiquement, lorsqu'on ouvre la page, je leur rafraîchis la page et hop, le bouton, ce bouton, pas celui-là mais celui-là, il est caché, le vert là. Voilà. Et logiquement, les couleurs de la police sont mentionnées. Donc là, qu'est-ce que j'ai qui manque? Là, je vois fermer. Ah, j'ai pas mis le bon. Ça sera mieux comme ça. Ici, je l'ai supprimé. J'aurais pas dû. Je vais resserrer ce code. Là, j'ai un point virgule. Et là, j'ai un point virgule. Alors, je vérifie mon code. Anchorly for each. Anchorly index. Windows add 11. Anchorly btn. Class list add. Ouvert cache. Voilà. Alors, on va prendre le menu. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et donc, le menu, oui. Oui, puisque là, c'est ça. Voilà. Donc, on a bien... Alors, bien sûr... Alors, pourquoi je l'ai si petit, par contre? C'est logique. C'est parce qu'on a le CSS. Voilà, la police redevient normale en grandissant. On est sur du CSS, sur du responsive CSS, pardon. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la chose intéressante, c'est la commande d'ouverture des boutons. La commande des boutons en ouverture et en fermeture. Hop. On ferme ça pour que ça soit propre. Alors btn open .add 11 listener.
Donc qu'est-ce qu'on cherche maintenant? Le clic. Là on n'a pas de tableau, hein, puisque là on pilote juste le Anchorly. Enfin le... c'est pas l'Anchorly qu'on pilote, c'est le point... point glissant. Voilà. Alors au clic de ce premier bouton, BTN Open. On réalise une fonction fléchée. Donc là, on ouvre les parenthèses. Menu glissant. Point classe liste. Remove. Pardon. Point remove, il me le propose. Et là, on enlève le glissant close. Donc là, qu'est-ce qu'on réalise? On ouvre le menu en enlevant la classe glissant close. Pardon. Alors, je voulais revenir avant sur le premier. J'avais dit que j'allais voir, c'était la partie CSS. Donc, pour lorsqu'il y a chargement de la page, Anchorly Index, la liste Color Onshore. Donc, si on revient sur Color Onshore en CSS, je crois qu'on peut faire une recherche Color Onshore. Ah ben ça fonctionne pas. Bon voilà. Tant pis. En Color Onshore. Color Onshore, j'avais fait avec... je pensais qu'on pouvait faire une recherche... Anchorly. Color Onshore. On a bien le RGB... Et pourtant il a été dans le coin, il l'a trouvé. RGB 226-227. C'est-à-dire qu'on met une couleur. Parce qu'au départ, le Anchorly... il est, si vous vous souvenez, il est texte décoration de couleur transparente. Au départ, il n'y a pas de couleur avec cette partie-là. Donc là, on met la couleur blanche. Et BTN Open Class List Add Ouvert Cache. Ouvert cache. Donc, dans les boutons, je crois que les boutons sont avant. Ouvert cache visibilité hidden. Transition visibilité 0,1 seconde. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, le bouton à l'ouverture de la page, il est présent. Puisque là, visibilité visible. Mais tout de suite, on appelle une classe, on lui ajoute une classe ouvert cache et ça le rend invisible. Le fameux bouton vert. Voilà. Donc là maintenant, j'en suis où moi? Je vais mettre ça en grand parce que là... ouais, donc pourquoi je veux absolument mettre des commentaires comme en CSS? Voilà. Ça c'est une chose de faite. Ça c'est fait. On continue. Parce qu'on donne d'autres ordres. Le BTN class list. BTN open. Point class list. Là, on lui ajoute add, on lui ajoute une classe. Menu classe, où est-ce que menu classe? BTN open class list add ouvert cache. Donc on fait la même chose.
on le cache en lui ajoutant la classe. Et donc là, donc en réalité ce qu'on fait, comme on appuie sur BTN Open, on cache le bouton sur lequel on vient de cliquer. Et là maintenant, le BTN Close, on le traite aussi, BTN Close, puisqu'on a caché l'autre point class list, point remove, et là on met fermet cache. C'est-à-dire qu'on lui enlève sa classe de cache, c'est-à-dire qu'au départ, initialement, il était caché, on lui enlève et donc il devient présent. C'est ce que on mentionne, on présente le bouton fermé en enlevant la classe fermet cache. Voilà. Maintenant, on va mentionner pour chaque, faire avec le tableau des Ansurely. Ansurely reconnu par son index. Les index vont de 1 à 5, puisqu'il y a 6 objets. Donc, Ansurely, c'est Ansurleys.forEach. Il le présente, oui, il le propose. Ansurely, donc pour Ansurely for each, pour chaque Ansurely, avec son index. Et là, fonction fléchée, on ouvre la parenthèse, set timeout. On va introduire une tempo de 1200 secondes pour lui mettre la couleur. Set timeout, c'est une fonction donc pour chaque Ansurely détecté par son index, classe list, et on ajoute la classe color Anshore. Et là, on ferme notre parenthèse, on met une virgule et on met 1200. C'est le tempo. Ansurely, je crois que j'en ai mis un de trop. Là, il y a un truc. Say time out. Oui, il me manque une parenthèse. Set time out. Et là, 1200, c'est une... Voilà, et logiquement là... Donc là,
crochet, 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 ouverture, fermeture, fermeture, parenthèse, crochet. CTRL X, parenthèse, puisque là, on vient fermer la deuxième parenthèse, crochet. Non, c'est crochet, parenthèse, voilà, faut pas se tromper. Et là maintenant, donc là je vais mentionner, là j'ai un point de virgule, non. Je vais voir si j'en ai pas de trop. Voilà, donc là, on place une tempo de 1.2 secondes pour afficher la couleur blanche des Anchois. Voilà, après, décidément, cette manie, après, je fais encore navigation, point virgule, 1200, il me manque un point virgule là, ici. Et ici, c'est plutôt comme ça. Oui, c'est ça. 1200. J'avais peut-être un trou là. Voilà. C'est pas évident. Alors, navigation. Point classe liste. Point remove. Navig cache. Voilà. Logiquement, on met un point virgule et la fonction est finie. Voilà la fonction, enfin la commande du bouton BTN Open. Donc BTN Open add event listener click, événement sur l'événement clic. Le menu glissant, donc je vais revenir un peu. On ajoute, donc menu glissant, il a été déterminé par menu glissant, c'est l'objet qui avait la classe glissant, donc c'est lui par lui-même. On enlève la classe glissant close, donc il est présent. Alors il y avait certainement une classe glissant close au départ, j'avais réalisé ça. Glissant close, oui, 0%. Donc on lui enlève la classe 0%, donc il se présente avec une transition de 2,5. Après BTN Open Classic Add Ouvert Cache, on ajoute à ce bouton BTN Open, c'est-à-dire au bouton vert, la classe Ouvert Cache, c'est-à-dire qu'il se cache, on ne le voit plus. BTN Close Class Remove Fermé Cache, donc lui, on lui enlève sa classe fermé cache, donc il est présent. Et pour chaque Anchois, for each Anchois set timeout, on lui donne un temps de présentation des couleurs. On va le voir après ça. On le voit ça. Regardez ce qui se passe. Hop. C'est surtout à l'ouverture. Il met 1 seconde 2
avant de se présenter. Et il met 400 millisecondes pour s'effacer. 1 seconde 2 pour se présenter, le menu, et 400 millisecondes pour s'effacer. C'est ce que j'ai mis dans la deuxième partie. Donc maintenant qu'on a réalisé le bouton, on va tout de suite réaliser le bouton de fermeture. Avec ces différentes commandes. Donc btn close point add event listener, toujours le même événement, on clique. Qu'est-ce qui se passe? Fonction fléchée et on y va. Pourquoi il me fait ça? Il doit manquer quelque chose. J'ai oublié la virgule. Ah oui, ça se voit tout de suite. Mais ce qui est bien justement avec Visual Studio, c'est qu'on voit tout de suite qu'on a réalisé une erreur. Menu glissant. Alors menu glissant, je l'ai. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben là on va lui ajouter la classe liste, puisque là on a enlevé la classe. Si on est assez logique. Class list remove, là on va lui ajouter la classe glissant close. Voilà. Point class list point add et on réalise l'inverse. Glissant close ctrl-c ctrl-v point virgule. Donc on ferme le menu avec une transition douce de 2,5 secondes. Alors ça c'est donné par le CSS. Hein. C'est donné par le CSS. 21 secondes, ça fait beaucoup. Voilà, ça sera mieux. C'est ce qu'on voit. Alors là, quand j'appuie sur le btn close, ça fait 2 secondes 5 pour se fermer. Et idem, ça c'est donné par le CSS. Si on regarde glissant, nous avons une transition de 2,5 et glissant close 0%. La transition fonctionne aussi bien pour l'ouverture que pour la fermeture. Voilà. Après ce bouton btn close, eh bien, il va falloir qu'il se cache pour présenter l'autre. btn close.classlist .add et on lui ajoute fermette cache. Et dans fermette cache, nous avons visibilité hidden. Donc là, on cache le bouton sur lequel on vient de cliquer. Voilà. Après, eh ben, on va ouvrir le bouton. btn open. Point class list. Vous remarquerez que c'est vraiment... Qu'est-ce qui se passe? Lui, on lui enlève sa classe remove. Ouvert cache. C'est tout bon ça, ouvert cache. Donc là,
On présente le bouton ouvert en enlevant sa classe ouvert cache. Voilà. Et là après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va refaire un petit peu cette fonction. Donc je vais le remettre comme ça. CTRL-C. La même chose, mais inversé dans l'autre sens. Oui, bah c'est toujours la même chose. Hein. Là, on reprend Anxurly for each, Anxurly index, say timeout, Anxurly index last is remove. Mais par contre, le temps va être différent, pardon. Là, on va pas mettre. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Là, ici, cette partie-là, ça va être de 400. Voilà. Donc là, on a 400 onshore. Je regarde bien au niveau de 400, on ferme. Après, on a ça. Pourquoi j'ai pas mis le point virgule là? Ici. 400, 1200. Normalement, il manque un truc là. Là, point virgule. Oui, ici, point virgule. Navigation classe list. Add. Navigue cache. Voilà. Et là, on ferme et on met un point virgule. Voilà, ça devrait fonctionner. Je vais regarder. Voir un petit peu ce qui merderait. Et voilà. Attendez, c'est lequel là? Non, ça c'est le bon. Ça, il est fini celui-là. Ça c'est Scratch. Non, c'est celui-là. Ah non, il fonctionne pas. Je me disais, c'est trop beau. Alors, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque pour qu'il ne fonctionne pas? Je vais vérifier. BTN Open, Add Event Class, Event Listener, clic. Menu glissant, cache. Glissant, close. Bouton d'ouverture, BTN Open, glissant, close, on est d'accord. Ils sont close, point virgule. BTN Open Class List, Add, ouvert cache. Donc, le bouton sur lequel je vais cliquer. Mais attendez, est-ce que j'avais rafraîchi ma page? Ah! J'avais pas rafraîchi ma page. Voilà. J'ai bien mon fonctionnement. Voilà. Et là, on va chercher n'importe quel. Voilà. Bon, c'est bien. Maintenant, on va... Les deux boutons de fermeture du sidebar et les boutons d'ouverture du sidebar sont faits. Alors maintenant, on va s'occuper des boutons d'ouverture et de fermeture des paragraphes. Ce qui est assez intéressant, parce que là, on va demander l'appel de certaines fonctions.
Alors ici, hop, ça marche quand même, hein, les deux barres. Donc là, supra, bouton, groupe des boutons, groupe des boutons d'ouverture. Oh là. Et de fermeture. Voilà. Alors c'est des paragraphes, hein, bien sûr. On en avait certains, ça fera propre. Voilà. Ça sera plus propre comme ça. Alors, ici on a... Pourquoi je parle de groupe? Parce qu'il y a 5 boutons à commander. Hein. Groupe des boutons d'ouverture des paragraphes. On commence par cela. Ils sont assez sympas à faire. BTN chaud. Paragraphe S. Voilà. On a été les chercher. Point for each. Vous vous souvenez, hein, ces BTN ici sont là. La console log en Charlie, c'est plus la peine, hein, de toute façon. BTN, et là, hein, BTN show document, donc c'est ceux qui ont la classe OpenP. OpenP. Alors, for each, donc BTN show P et un index. Vous les repérer par leur numérotation. Donc ils ont de la numérotation de 0 à 4. Hein. Il y en a 5. J'ai quelque chose qui ne plaît pas. BTN show P. Index. Pourquoi? Any BTN show P. On va voir. Voulez-vous dire BTN show? Non. Je veux dire BTN show. C'est bien ce que j'étais cherché tout à l'heure. Constant BTN show. Oui, non. Pour BTN show P, je suis bien d'accord. Voilà, index égale. Alors, j'ouvre. Qu'est-ce qu'il aime pas là? BTN show P. BTN show P for each. BTN show P index. Bon, pour chaque BTN show reconnu par son index, nous avons BTN. Je sais pas. BTN show P.add. Unsurely for each. Unsurely. Peut-être. Je me suis trompé dans mon code. Je vais voir. Mais ça doit fonctionner quand même. BTN show add event listener. Clic. Oui, mais le problème c'est que c'est pas cela. Comment j'ai pu faire fonctionner le truc? Clic. Parce que je pense que c'est des points OpenP. On va voir.
Là, il aime pas ça. Il y a un point virgule. btn show. Là, ça serait. Parce que là, pour moi, c'est point openp. Anchorly. C'est RLC. Je pense que c'est point openp ici. C'est RLV. Voilà. Alors, openp.advanlistener. Clic. Ici, bien sûr, on ouvre une fonction. On a btn show ps index. Pas évident. Point class list, faut pas se tromper. Point add. Open pn no show. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en réalité on cache le bouton. Qu'est-ce qui se passe? Open.show, point virgule ici. Alors là, il doit manquer certainement btn show for each openp index. Pourquoi il me fait ça? Ah, il y en a une de trop. Et là, je ne sais pas, là j'en ai une de trop aussi. Voilà, on va voir après. Donc, ce qui se passe, btn show for each openp index. OpenP add event listener click pour chaque paragraphe portant le. Pour chaque paragraphe portant la classe OpenP, en clic, on a btn show index class list add OpenP no show. C'est-à-dire qu'on lui, ce bouton-là, ben on l'efface. Le bouton Open, on lui met une classe OpenP no show. Alors la classe OpenP no show, elle est au bout, je crois. On la voit. Close P complément. Close P open, ça c'est les boutons. Close P show, close P open, voilà. Open P no show visibilité hidden. Classe appelée avec JavaScript. On lui met cette classe là et on le cache. Donc en gros, c'est le bouton qui est sélectionné par son index. Il est caché avec son index, numéro d'index, classe 10. Voilà. Donc on cache le bouton sur lequel on a cliqué en gros. Ah, j'aime pas ça. Oh là, je pense qu'il doit y avoir encore un problème de... Voilà. Alors, de ça, qu'est-ce que je dois faire encore? btn show, advanlistener.click. Alors de là, en plus, ce qui se passe, Open Show, là on a fermé. Avant de... On va remettre une deuxième commande. btn close, il faut le présenter lui, par contre. btn close ps avec son index point classe liste
point add. Et lui, on lui ajoute la classe close p show. On le montre. Voilà. Donc on passe du bouton vert au bouton jaune. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors, le bouton ici, c'était en savoir plus. Et là, on montre le bouton fermer la fenêtre, je crois. C'est maintenant, on va ouvrir le paragraphe. Donc, en utilisant la classe complément open. Donc la classe complément open. Alors la classe complément open, elle est où? On va chercher dans les paragraphes. C'est en fin de feuille de style. Complément open. Display block pour l'affiche avec 250px overflow y scroll. Mais c'est là toute la substitution, c'est que. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne veut pas p compen? Il trouve pas p comp hidden. Ah, il y a le s, il veut le trouver. Là il va le trouver. Alors je l'avais recherché au départ. Voilà. Ici p comp hidden. Document selector. C'est ça hein, qui est bien avec Visual Studio Code, c'est qu'il voit tout de suite les défauts. Là, je ferme. Après, ici, je vais aller chercher une fonction. Je vais mentionner en haut. Delay. Avec l'index du bouton. Alors après là, je ferme. Et là, je ferme ici aussi. Voilà. Alors c'est delay, hein, c'est pas DLK. Delay P. Alors je vais aller chercher cette delay P. Voilà. Donc logiquement, on va aller chercher une fonction delay P avec un index. C'est l'index du bouton. J'espère que vous avez compris le principe de l'index, c'est-à-dire que je vais reprendre le menu. Là, si je reprends le premier. Le Babiroussa. Le bouton ici. C'est le premier bouton trouvé. Il porte l'index au 0. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Il porte l'index au 0. Le deuxième bouton, ici, il porte l'index au 1. Et après 2, 3, 4. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, c'est pour ça que je mets à chaque fois un index, il faut savoir quel bouton est concerné pour ajouter les classes. Maintenant, je vais aller rechercher la fonction delayP, je vais la créer.
Je me dis que j'avais laissé un peu de place. Ah, bah je la vois plus la place. J'avais dit que j'avais laissé un peu de place. Ben, je sais pas, j'ai bizarre. C'est peut-être moi qui ai resserré. Donc là, on va mettre les fonctions. Alors, la fonction delay, c'est là que c'est intéressant. Parce que là, on n'a pas, comme en C ou C++, la fonction sleep. Donc, il faut trouver un artifice. Alors, je cherche la fonction delay. Alors, c'est une fonction asynchrone. Elle s'appelle delay P et elle récupère l'index du paragraphe ou du bouton, on peut dire aussi, qui a été cliqué. Moi j'ai marqué l'index du paragraphe. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que cette fenêtre là, on l'ouvre sur 1 seconde. Donc elle passe de la taille de 0 en largeur à la taille de 100%. Donc on fait une boucle for let i égale 0. Point virgule avec i inférieur ou égal à 100. Point virgule et on incrémente i. On ouvre la fonction. Je marque pourcentage. Décidément, je veux absolument faire du C++, du CSS, pardon. Du C++, c'est autre chose. Pendant cette boucle, je vais appeler une fonction waitForm. Tous les 10 millisecondes. Donc ça va retarder tous les 10 millisecondes. Ok. Donc, je vais mentionner un commentaire. On appelle la fonction waitForm tous les 10 millisecondes par son argument entre crochets. Argument entre parenthèses, pardon. Une fois que cette fonction est établie, tous les 10 millisecondes, elle revient sur la boucle. Il faut qu'on modifie la largeur. Avec l'index du paragraphe, ici. Donc on va bien chercher le paragraphe qui a été cliqué avec l'index. Si c'est le bouton 0 qui a été cliqué, on a
Le paragraphe, ça correspond au paragraphe 0. Si c'est le bouton 1, c'est le paragraphe 1. Et là, on marque point style, puisqu'on va modifier le style. Point with est égal à quoi? Ben, c'est égal à i. Pardon. I. Et on concatène avec le pourcentage en le mettant entre parenthèses. Voilà. Là, on crée la concaténation de l'accroissement de i avec le pourcentage. Que l'on applique à la largeur de la div complément. C'est la classe la div. Ah pardon. Voilà. Là on ferme. Alors là on a une boucle. On a une boucle et une deuxième boucle. Donc là, il nous faut une deuxième boucle. Voilà. Une boucle, une parenthèse. On a une parenthèse. Là on a une parenthèse ici jaune et une parenthèse violette avec la parenthèse violette. Logiquement... Non. Maintenant, je vais réaliser cette fameuse fonction qui permet de réaliser un retard. Cette fameuse fonction qui s'appelle waitForm. Elle reçoit son information en millisecondes, c'est-à-dire tous les 10 millisecondes, on reçoit un argument en millisecondes, on lui ouvre ses parenthèses, et là, elle retourne une promise. Qui s'appelle Resolve. Et elle va la chercher par un set timeout. Hop, hop. Fonction fléchée. Parenthèse. Oui. Entre crochet, pardon. Et là, Resolve. Avec un retour nul. Hop, point virgule. Alors, ici, la fonction setTimeout.
appelle la résolution de la promise toutes les 10 millisecondes. Et le resolve, c'est l'argument de chaque nouvelle promise. De retour. Ici nous avons return new promise resolve. Alors je vais mettre quelques particularités sur A5 et wait. Alors A5 et wait rendent les promesses plus faciles à écrire. Le mot-clé A5 fait qu'une fonction retourne une promesse. Il est utilisé principalement lors de la déclaration de la fonction, A5 et await sont deux mots-clés qui permettent de gérer le code asynchrone. De manière beaucoup plus intuitive. En bloquant l'exécution, d'un code asynchrone jusqu'à ce qu'il retourne un résultat. Ici, la fonction wait form et la fonction réelle qui nous aide
à retarder le code. Pourquoi je marque ça? De retarder le code pendant une durée de son choix. On aurait pu réaliser un retard beaucoup plus important. Au lieu de mettre 10, on aurait mis 100. Et là, la fenêtre se serait ouverte au bout de 10 secondes. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, il faut vérifier que tout fonctionne. Voilà, je vous ai mis quand même tout ce qu'il y avait à savoir sur le waitform. Enfin, surtout sur les promesses. En gros, on demande une promesse, resolve, et on lui demande d'avoir un retour. Et ça tous les 10 millisecondes, ce qui permet de recréer un retard pour la boucle. Il faut comprendre ça. On voit bien, asynchrone fonction delay-p. Donc, asynchrone, déjà, on va chercher une promise, mais pas dans cette fonction, dans la fonction waitForm. WaitForm, 10, tous les 10 millisecondes. C'est ce que j'ai mentionné. Par son argument entre parenthèses. Là, ici, le 10. Là, le i, il s'incrémente. Plus i, on l'incrémente avant qu'il s'incrémente, on l'incrémente avant. Je l'ai mentionné comme ça, ouais. Plus i. Alors, je vais voir maintenant si mon affaire fonctionne. C'est là que... Parce que ça fait pas mal de fonctions. C'est celui-là. On va bien voir. On va prendre le Bamagrossa. Est-ce que ça fonctionne ou pas? C'est ça. Et ça marche pas. Donc, il y a une erreur quelque part. Alors, je vais vérifier mes différentes fonctions. Fonction waitForm en millisecondes, return new promise resolve. Fonction fichier set timeout. La fonction oui, resolve. Oui. Ah bah oui. Le problème, c'est que j'ai oublié de passer un petit argument ici. Millisecondes. Ça se fait tous les millisecondes. Ah, je l'ai passé comme ça, millisecondes. Voilà. Et là, après... Faut toujours vérifier son code. Hein. Là, après... Normalement, il y a... Voilà, c'est bon. Et là, après, la deuxième, la fonction avec la boucle, asynchrone fonction delay et index paragraphe. For it i égale 0, it inférieur égal à 100, plus i, pourcentage de la fenêtre de 0 à 100%. Ah. On va manquer en pourcentage quand même. WaitForm 10. Donc là, on appelle la fonction await. On attend que la promise revienne. Et après, on incrémente i avec la largeur. Là, on va voir si ça fonctionne.
Voilà. Ah, par contre, apparemment, j'ai pas eu le... Ah oui, la fermeture de fenêtre, je l'ai pas. J'ai pas eu le tempo de... J'ai pas eu le tempo, donc il y a quelque chose qui se passe. Oh, la fenêtre s'ouvre d'un seul coup. Oui. Donc la fenêtre s'ouvre d'un seul coup, c'est qu'il y a un problème. J'ai pas le bouclage. Alors, je vais vérifier quand même sur mon fichier. Où est-ce que j'ai fait une erreur? Heureusement que j'ai le fichier de base. Voilà. Alors, où est-ce que j'ai modifié mon truc? Fonction à 50, fonction delay P. Fonction waveform, millisecondes. Ah oui, donc là je l'ai mis comme ça, été. Ouais, j'ai fait une petite erreur, mais bon, c'est vrai que c'est pas méchant. Ça n'empêche pas ça. C'est le bon ça. Ah mais là j'ai corrigé le. J'ai corrigé le. C'est ça, j'ai mis. Mais l'argument normalement il ne change pas. Hein. Ouais. Voilà. Est-ce que j'ai mis quelque chose? C'est timeout, resolve. Est-ce que j'ai bien. Est-ce que j'ai bien mis le. Ouais, resolve, point virgule. Et hop, la virgule, point même seconde. Et après. Ouais, c'est ça, et tu fermes. Après, la fonction. Fonction asynchrone delay P. Index paragraphe. Ça crée une fonction delay P index paragraphe for let i wait 10. Ouais. P comme hidden index paragraphe. Style with et plus. Exactement, c'est la même chose. Hein. Et on ferme la fonction, et on ferme la fonction. Alors, est-ce que j'ai bien réalisé l'appel? Delay P index. Delay P index. Point virgule. Ah, mais c'est encore pareil, peut-être que j'ai pas mis à jour. Bah si, puisque je l'ai testé. Non. Alors que là. Alors, je vais voir un peu. Là, je patine un peu dans la choucroute, mais c'est normal. Hein. C'est du JS. C'est costaud.
Alors je vais reprendre exactement le texte que j'ai mis là, je vais le modifier, je vais le reprendre, je vais voir si ça vient de ça. J'ai oublié quelque chose. Fonction waitform. CTRL-C. Je vais essayer de reprendre toute la fonction. CTRL-C. CTRL-V. Est-ce que ça vient de ça? Je teste un par un. Je fais ça. Ça vient pas de là. Il n'y a pas de cette fonction là. Donc je vais peut-être la fonction asynchrone. J'ai un oublié dans la fonction asynchrone. J'ai pas oublié de faire un point virgule. Point virgule, non. Je vais essayer de prendre la fonction asynchrone, delay p. Alors peut-être que c'est point with. Qu'est-ce que j'ai mis? Point style, point with. Ah, get element by class name. Mais non, c'est pas du tout ça. Ça c'est JavaScript. Il m'a fait une complétion. Là voilà l'erreur. Voilà. Ça c'est une complétion que j'ai pas vue. Ça c'est le côté voyou de JavaScript, de Visual Studio Code. Là ça devrait être mieux là. Ah bah là il me montre plus rien. Index paragraphe style with. Il bloque. Lequel que j'ai modifié? Donc là elle est bien là. P open with. Oui, mais il faut y mettre une valeur. Et plus ça. CTRL-C. Apparemment, il a tout gommé. CTRL-V. Fichier save all. On va y arriver. Voilà. Et voilà. Bon, ben après ces petites réglages, et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de faire un fichier source. Donc ça venait une complétion de Visual Studio. Autant Visual Studio peut nous aider, autant des fois il peut nous piéger. Voilà, bah écoutez, je suis content de vous avoir présenté cette premier TP en HTML, CSS et JavaScript. C'était assez long, mais très intéressant au niveau du DOM. Et je vous dis au revoir et à une prochaine présentation d'un autre TP.